bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo Medscape un petit peu particulière. On va faire des prédictions, mais pas totalement aléatoires, pour imaginer comment le diabète sera soigné dans quelques années, c'est-à-dire en 2050. Et on va en parler avec le professeur Emmanuel Cosson. Bonjour Emmanuel. Bonjour Boris et bonjour tout le Et monde. et Emmanuel Cosson qui est chef de service diabétologie, alors multisite, hein, à Bobigny, hôpital Avicenne, à Bondy, hôpital Jean Verdier, et puis au SSR René Muret. Emmanuel, on va essayer d'imaginer, mais ça ne sera pas aléatoire, je le disais, ce qui va se passer en 2050. Et en 2050, vous pouvez ressortir cette vidéo et voir si, si on a vu juste, et à ce moment-là, on fera pour 2100. Hein. D'accord, Emmanuel? Voilà, et on espère qu'on sera encore vivant pour la regarder. Voilà. Ouais. Alors, on va parler type 1, puis type 2, parce que on est d'accord, ce sont 2 maladies complètement différentes, même s'il y a un point commun dans les 2 cas, c'est l'élévation de la glycémie, de manière chronique. Alors, commençons, par le type 1. Moi, je trouve que c'est le plus simple, mais je vais donner mon avis, Mmh. là. Moi, je pense qu'en 2050, on guérira le diabète de type 1 et je te dirai après pourquoi, mais déjà, je voudrais savoir quel est ton avis? Ouais, je pense aussi que probablement on va être à un stade où on va pouvoir le guérir. On a donc, les cellules actuellement on fait des greffes, hein, d'îlots, mais il y a besoin d'une immunomodulation et puis il faut faut à peu près 3 pancréas pour pouvoir faire une greffe, donc ça fait beaucoup et c'est difficile et donc la gageure, il y en a 2, pouvoir avoir des cellules qui vont sécréter de l'insuline et actuellement on travaille sur des cellules souches et donc ça, c'est une bonne façon de les différencier et pour atteindre à une sécrétion d'insuline qui soit aussi, régulée par la glycémie, hein, parce qu'il ne faut pas juste sécréter de l'insuline, comme une injection d'insuline, mais il faut que ça soit régulé par le taux de glucose et la deuxième chose, c'est que si c'est ces cellules à soi, alors, il n'y a pas besoin d'immunomodulation avec les conséquences éventuellement des traitements anti-rejet. Donc ça, il y a eu des expérimentations qui ont été faites sur quelques personnes, dans le monde. C'est prometteur. Bien sûr, il peut y avoir, des effets secondaires. Il y a eu des décès chez ces patients qui ont été testés, pas forcément à cause de ça, mais n'empêche, souvent, c'est des patients qui sont à fort risque, de morbidité, mortalité et donc voilà, c'est le futur. On peut espérer ça. C'est dans 25 ans. Allez, on y va. Voilà, donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu cette publication, hein, qui a secoué quand même pas mal le monde de la diabétologie, c'est une dizaine de patients, une douzaine de mémoire, à qui on a fait donc des greffes. Ce sont des cellules souches, hein, qui sont différenciées en cellules d'îlots, de Langerhans, celles qui fabriquent de l'insuline. On leur injecte ça, une sorte de greffe, aussi, et le diabète, chez la majorité, il a disparu. C'était des patients qui avaient des hypoglycémies sévères et après, plus de diabète, plus d'hypoglycémie. Mais il y a eu quelques décès, liés notamment à des infections, hein, me semble-t-il, probablement liées plutôt au traitement anti-rejet. Parce qu'il Donc il y a s'avère eu un que décès, en fait, il y avait un traitement anti-rejet là, dans ce cas-là, et en fait, il y a une personne qui a eu des corticoïdes en plus qui étaient contre-indiqués et il a fait une infection gravissime. cryptocoque, je crois, hein. Ce qui est intéressant aussi dans ces injections, c'est finalement ça va se mettre dans le foie, en tout cas à côté du pancréas et la sécrétion d'insuline, la production d'insuline, elle va être vraiment, au niveau, portal et pas du tout au niveau sous-cutané et cette administration bien sûr est bénéfique et c'est des progrès qu'on peut faire. Moi, je trouve aussi dans le diabète de type 1, là, finalement, on va à la guérison, mais il y a sûrement des étapes entre 2. Là, actuellement, on a les boucles fermées. La boucle fermée, c'est l'administration d'insuline par une pompe à insuline avec relié un capteur de glucose en continu, ça on connaît bien, mais il y a un algorithme entre les 2, donc l'intelligence artificielle qui va faire donner de l'insuline par la pompe ou l'arrêter s'il y a un risque d'hypoglycémie. Donc là, il y a des progrès à faire parce qu'actuellement, les boucles fermées, même si c'est l'actualité, il faut encore que la personne qui vit avec son diabète de type 1 annonce les grammes de glucose qu'il consomme pour chaque repas, puisque le système ne prédit pas qu'on va manger, etc. Donc ça, il y a des progrès à faire là-dessus. Et deuxième chose, c'est les capteurs, c'est la pompe à insuline en elle-même qui est sur le corps. On peut penser que ça sera intégré, caché, pour éviter notamment la stigmatisation autour du diabète, donc beaucoup de progrès qui pourraient être faits, autour de la technologie aussi. Donc là, c'est pas une guérison, hein, c'est un traitement du diabète où on lève les contraintes, on élimine quasiment les hypoglycémies et c'est vrai que 2050, on peut imaginer à quel point l'intelligence artificielle aura fait des bons. Là, on a vu en 2 ans, on a vu Mmh, apparaître ChatGPT exactement. et ses grands frères, ses petits frères.
On peut imaginer qu'en 2050, l'IA aura complètement chamboulé et qu'on aura des systèmes qui, même si le diabète n'est pas guéri, bah, qui feront, miniaturiser, capteurs, peut-être de la sueur, enfin un truc, très facile pour mesurer la glycémie, un Mmh. algorithme ultra intelligent et puis la dose d'insuline qu'il faut. Alors il y a aussi des et ça nous amènera vers le diabète du type 2 parce que c'est peut-être commun, des insulines intelligentes qui semblent apparaître. C'est-à-dire que, Mmh. on les injecte, elles sont capables d'être plus ou moins efficaces, suivant la glycémie. L'insuline s'adapte à la glycémie. Ça pour toi, c'est un élément essentiel? Bah, oui, c'est pareil. En fait, ça revient au même à la boucle fermée puisque c'est exactement ce qui se passe, mais on a besoin de machines et cetera. Donc là, éventuellement, ce serait de l'insuline qu'on injecte avec une paroi qui est sensible, au taux de glucose et donc qui va «s'ouvrir» entre guillemets, hein, et libérer de l'insuline suivant le taux de glucose. Bon, au niveau technologique, il faut y aller quand même, donc voilà. C'est le futur, on parle de dans 25 ans, donc effectivement, c'est des ça serait des beaux progrès. Alors il y a sinon, donc on va passer au diabète de type 2. Il y a une, thématique commune. On a parlé là de certaines insulines, hein, parce que dans le diabète type 2, au bout de Mmh. 15 ans, la moitié à peu près, hein, je crois des patients vont avoir de l'insuline. Mais il y a la question de la prédiction. La prédiction, on se dit que si on prédit très tôt, alors on peut prévenir plus facilement. Et il y a beaucoup de données maintenant qui viennent grâce à la génétique, à l'épigénétique, qui laissent penser qu'on peut prédire un diabète de type 1 ou diabète de type 2. Est-ce que tu penses qu'on aura, 2050, à la naissance, peut-être, comme on fait pour certaines maladies, un détection, bah voilà, vous allez devenir diabétique pour pouvoir mettre en place très tôt un traitement. Bah, probablement, hein, l'idée, c'est d'avoir un dépistage, le plus précoce possible. Il n'est pas sûr que la génétique seule suffise, hein, parce que les mécanismes, souvent, ils sont pas uniquement génétiques, c'est une prédisposition, puis après, il arrive des choses dans la vie, qui vont provoquer que tous les mécanismes donc je pense que, il y aura une prédiction de la susceptibilité à développer des maladies et puis après, c'est les conditions de vie qu'on peut peut-être changer, essayer de changer pour personnaliser la vie, pour éviter d'avoir des maladies. Mais là, nous, on parle que du diabète, mais finalement, la vie, il peut arriver tellement de choses. Donc, probablement, ces systèmes, ils prédiront beaucoup de choses, et on peut pas tout prédire. Enfin, je crois pas, moi, et même ça me fait un peu peur, voilà. Et après, l'idée, c'est bien sûr de faire de la prévention personnalisée, pour aller, chercher vraiment ce qui pourrait, prévenir les maladies ou même lorsqu'on a un diabète, parce que finalement, là, on est dans la prévention. La prévention tertiaire, c'est éviter, la récidive d'une complication, prédire que ce patient, il est plus à risque de rétinopathie ou de néphropathie et cetera et mettre des traitements très en amont, même des premiers signes cliniques qu'on utilise actuellement, comme la microalbuminurie, comme le fond d'œil, comme plein de choses. Ils sont assez grossiers finalement. Enfin, on est déjà content quand on les fait, quand on les a. Pour nous, c'est le dépistage le plus précoce, la microalbe. Mais dans notre temps, bah, 25 ans, on dira peut-être: «Oh là là, qu'est-ce que c'est grossier!» Exactement et puis finalement, nous, on parle d'indicateurs biologiques, «médicaux», on va dire, entre guillemets, sur ce qu'on a l'habitude de faire, sur les urines, sur le sang, mais on pourra aller sur d'autres indicateurs. Les indicateurs, c'est la peau, la sueur, la voix même, la couleur des yeux, enfin, on peut imaginer plein de choses. Ça va s'étendre énormément sur, la façon dont tu marches, la façon dont tu dors et finalement, on a énormément de capteurs de plus en plus sur soi, que ça soit, la montre, le téléphone, enfin ça c'est déjà utilisé, mais on pourra utiliser, d'autres voies, sur la chaleur de la peau, enfin Et énormément la voix, tu as d'indicateurs. mentionné la voix, hein. Il y a eu des données sur le dépistage, je crois, du diabète avec la voix. Ça, Ouais. c'est assez incroyable. Alors, dans le diabète de type 2, donc, on a parlé d'insuline, c'est une autre maladie, hein. C'est une maladie qui est liée à l'accumulation de graisse viscérale, donc c'est lié à l'hygiène de vie, le manque d'activité physique. Moi, je te donne mon opinion, mais encore une fois, hein, c'est qu'une opinion. Je pense que, si on prolonge ce qui se passe aujourd'hui, bah, on a les médicaments les plus efficaces, ceux qui réduisent l'appétit, hein, analogue GLP-1. Mmh. Peut-être qu'on va trouver des médicaments et des choses, hein, qui augmentent la dépense énergétique. Ça, on en rêve un peu, hein, Ouais. faire de l'activité physique et d'augmenter sa masse musculaire pour, augmenter la dépense énergétique. C'est ça qui est dépense énergétique, bah, on augmente les médicaments.
Moi, j'ai tendance à me dire, et encore une fois, hein, vous avez le droit de m'insulter de tous les noms, que finalement notre organisme, il est pas adapté à notre mode de vie, puisqu'on a tendance à manger, dès qu'on peut et voilà, on est fait pour ça, tout le monde l'a déjà dit, hein, on est fait pour stocker la graisse pour le cas où il y aura une famine. Alors, on espère qu'il y aura plus de famine, dans 30 ans. Et donc j'ai tendance à me dire que comme on va pas diminuer l'offre alimentaire, je vois pas qu'on arrête de nous proposer les choses qu'on aime. Ben, je me dis que finalement, peut-être qu'il faudra que tout le monde prenne, enfin tous les gens susceptibles en fait de prendre du poids, ben, prennent un médicament qui, réduise l'appétit ou qui augmente la dépense énergétique et finalement, bah, avec ça, on va éviter la graisse viscérale, éviter le diabète. Je sais que ce que je dis peut paraître dingue, de se dire que finalement 50 peut-être de la population, hein, prendra ce traitement, puisqu'aujourd'hui il y a 50 surpoids ou obésité, mais moi je vois pas d'autre option. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, du coup, dans le diabète de type 2, il y a 2 mécanismes. Il y a le principal, on va dire, qui est connu et au début du diabète, c'est l'insulinorésistance. Mais en fait, cette insulinorésistance, elle s'accompagne d'une insulinopénie relative. C'est-à-dire que le pancréas, il n'arrive pas à faire assez d'insuline. Donc, si tu enlèves effectivement l'insulinorésistance, le pancréas, initialement, il est capable de compenser. Mais en vieillissant, probablement, le pancréas, il va vieillir. Donc, comme la population va vieillir parce qu'il y aura moins de maladies, on détectera les cancers, on les traitera, finalement, le pancréas, il vieillira. Donc, il faudra un traitement aussi pour empêcher le pancréas de vieillir, si possible aussi notre peau, qu'on soit beau, sans rides et tout ça. Voilà. Donc, en fait, il y a les 2 facteurs. Et moi, il y a ces messages qui sont très optimistes et en fait, c'est chouette, mais finalement, il y a de plus en plus de pollution, des problèmes climatiques et cetera et peut-être que c'est là qu'il y aura des problèmes et par exemple, dans le diabète de type 1, on parlait des mécanismes qui déclenchaient, le mécanisme d'auto-immunité. Bah, il y a la pollution probablement, il y a les infections et on voit bien qu'il y a des évolutions de tout ça, de l'épidémiologie de ces facteurs et probablement, finalement, on arrivera peut-être mieux à guérir, mais sur les triggers, sur les facteurs qui déclenche, là, ça sera peut-être la catastrophe. Donc un petit mot pessimiste quand même d'accompagnement. Donc agir sur le l'appétit suffira pas, c'est ça que tu dis? Bah, je pense que ça va suffire au début, puis si on vieillit, ça risque de pas suffire et on aura des diabètes plus insulinoprives, plutôt par insuffisance de sécrétion d'insuline, pas par un mécanisme auto-immun comme dans le type 1, mais finalement une personne qui vieillit et son pancréas, comme un rein, hein, il vieillit et il est moins fonctionnel. Alors évidemment, on aura des médicaments, on a déjà vu les 15-20 dernières années, grande évolution dans les traitements du diabète, hein. On a des choses que on n'imaginait pas avant et qui marchent très bien, hein. Donc on peut imaginer qu'il y aura d'autres médicaments. Mais ça, c'est pas une rupture, voilà, c'est pas ça qui fait rêver pour 2050. Ce qui fait rêver, c'est de se dire: est-ce qu'on va réduire finalement la prévalence, du diabète? Et tu dis pas forcément parce qu'on vieillit et pas forcément parce qu'il y a des facteurs qui vont arriver. Moi, j'ai une vision plus optimiste en agissant, chez tout le monde sur l'appétit et la dépense énergétique sans faire d'activité physique. Mais bon, voilà, c'est Donc voilà. en réalité, on observe déjà ça en France. On sait que l'incidence du diabète de type 2 diminue finalement, donc c'est une bonne chose, mais la prévalence continue à augmenter parce que la population vieillit. Donc on risque d'avoir exactement la même chose, mais avec des profils de diabète qui étaient auparavant des type 2, mais chez des patients plus minces. Alors on va terminer, sauf si tu voulais encore ajouter sur ce point-là, d'accord. Non, non, Et c'est terminer sur la problématique, hein, parce que tout ça, c'est très beau, mais il y a une problématique, c'est l'accès aux soins. C'est le coût, de la médecine, bah, le coût des soins qui est finalement de plus en plus important. Pour le diabète, c'est particulièrement vrai. Donc comment tu vois les choses? Est-ce que, il y aura tous ceux qui auront accès à cette médecine, personnalisée, les nouvelles technologies, les greffes et cetera? Parce que ça coûtera cher quoi qu'il arrive et ceux qui n'ont pas accès? Ou est-ce qu'on va réussir finalement à rétablir une certaine égalité dans l'accès aux soins? oui, bah, l'objectif, ça serait ça, en fait, en faisant de la prévention personnalisée, c'est donner accès aussi à cette prévention aux personnes les plus défavorisées et de lutter contre les déterminants sociaux. Bon, voilà, ça dépend des politiques de santé, hein, c'est pas nous qui décidons, mais en faisant de la prévention, on peut imaginer que le coût quand même des maladies va bien diminuer. Moi, je pense aussi qu'il y aura une grande restructuration, du système de soins. Là, on a un truc qui est ville-hôpital, assez séparé et cetera. Probablement, tout va se faire de plus en plus vers la ville et il y aura moins d'hospitalisés parce qu'il y aura moins de pathologies très graves, hein, voilà, donc je pense que ça va changer ça et il y a un autre aspect, moi, qui me fait un peu peur, c'est-à-dire tout donner à la machine, à la technologie et cetera et qu'est-ce qui reste de l'humanité?
parce qu'on peut même avoir des coachings par la machine et probablement nos métiers, ils vont un peu changer, les métiers des soignants et j'espère que la machine nous donnera plus de temps justement pour faire, pour la place à la relation, interpersonnelle, mais humaine, on va dire. L'écoute, l'alliance thérapeutique. Donc ça, c'est un message très optimiste, par exemple. Donner plus de temps à ces soins, heu, relationnels. Moi, je suis 100 optimiste. Après, je sais que je suis pas que je fais pas l'unanimité. Je suis 100 optimiste parce que quand je vois ce que la machine est capable de faire, je pense qu'elle va nous aider, elle va nous soulager. Je parlais de la difficulté d'accès aux soins et puis tu as parlé de la relation ville-hôpital qui aujourd'hui, moi, je trouve extrêmement complexe et très sous-optimale. Je peux pas imaginer qu'avec les technologies qui se développent, on puisse pas avoir justement quelque chose de très fluide, et une aide grâce à la machine. Il faut pas hésiter à donner à la machine des choses qu'on fait aujourd'hui parce qu'elle est plus forte que nous sur un certain nombre de choses et puis comme tu le dis, ben, voilà, de finalement la partie, humaine, qui sera entre nos mains, quoi, qui sera davantage entre nos mains. Mais bon, voilà, après d'autres disent: «Non, non, non, la machine l'a tout l'a tout déshumanisé». Je pense que ça, on peut pas dire, mais on verra. Exactement. Merci beaucoup Emmanuel. De rien. Mmh. Merci à vous, de nous avoir regardés. Encore une fois, nous n'en voulez pas si on s'est trompé, hein, voilà, on a fait des spéculations, on a réfléchi ensemble et puis mettez des commentaires parce que vous avez le droit aussi, d'avoir, vos opinions et d'en discuter. Merci à tous et à tous et à très vite sur Netscape.